au cœur de Londres, le domicile de Glyn Robbins. Ce professeur d'université est l'un des leaders de Don't Pay UK, le mouvement de contestation qui monte. Je prépare mon sac pour aller ce soir à la manifestation au 10 Downing Street. Comme tous les Britanniques, Glyn a vu ses factures de gaz et d'électricité quasiment doubler en un an. Et une nouvelle hausse brutale est en vue. Alors Glyn et les militants de Don't Pay UK n'ont pas l'intention de se laisser faire. La campagne Don't Pay, c'est avant tout un slogan choc qui appelle à la désobéissance civile. On refuse de payer ces factures qui vont encore doubler, alors qu'elles ont déjà augmenté de 80%. C'est pas une question de ne plus vouloir payer, mais plutôt de ne plus pouvoir pour des millions de personnes. C'était début septembre, le jour de la nomination de la conservatrice Liz Truss au poste de Premier ministre. Glyn et son mouvement avaient décidé de frapper un grand coup. À 2 pas de Big Ben, en plein quartier de Westminster, du Parlement et de tous les ministères. C'est le siège du pouvoir. Tout autour, il y a des bâtiments du gouvernement. C'est le cœur de l'État. Ici, les manifestations sont extrêmement rares. D'habitude, la contestation en Angleterre, c'est ça. Quelques poignées de militants qui organisent des happenings sur le trottoir pour diffuser leur message, comme ici, ces militants anti-Brexit. Nous avons un gouvernement fasciste. Vous, les conservateurs, vous êtes des menteurs, des tricheurs, des charlatans, des fraudeurs. Impossible pour les manifestants d'approcher de la célèbre porte d'entrée du 10 Downing Street, la résidence officielle des premiers ministres. La rue est barrée par une grille et solidement gardée. À l'extérieur, Glyn retrouve d'autres membres du mouvement Don't Pay. Tiens, et j'ai aussi amené un gros paquet de tracts. Le profil, plutôt des gens de la classe moyenne, beaucoup de jeunes qui ne se connaissaient pas il y a encore quelques semaines et se sont regroupés indépendamment de tout syndicat ou parti politique. Le mouvement a pris sur les réseaux sociaux et revendique aujourd'hui plus de 200 000 personnes dans le pays. Vous ne pouvez pas payer, ne payez pas. Nous disons, ne payez pas. Nous disons ne payez pas. L'objectif de Glyn et de ses amis, rallier 1 million de contestataires. Leur pari, paralyser les fournisseurs d'énergie en arrêtant tous en même temps de payer leurs factures et exiger ainsi une baisse des prix. Pour beaucoup ici, c'est une question de survie. On est tous les deux professeurs d'école. On est là parce que nos factures ont totalement flambé, rien que le mois dernier, et il est prévu qu'elles augmentent encore plus. Certains estiment que les factures d'énergie vont bientôt dépasser 6 ou 7 000 euros par an. Avec nos salaires d'enseignants et une inflation à 10% en ce moment, c'est inabordable. C'est une question de qualité de vie. On va devoir compter chaque centime. On ne pourra plus aller dans les bars, ils ne pourront plus payer leurs factures non plus et finiront par fermer. Ce sera une société morte où plus personne ne sort et tout le monde reste reclus chez soi, dans le froid. Gelez les profits, pas le peuple. Aujourd'hui, ils ne sont qu'une centaine. Mais Glyn est confiant. La dernière fois qu'il a manifesté de cette façon, c'était en 1990, contre la poll tax, un impôt institué par Margaret Thatcher. Le royaume s'était enflammé, 17 millions de manifestants et des émeutes dans tout le pays qui avaient fini par entraîner la chute de la Dame de Fer. Dehors Truss, dehors Truss. Vous pensez que le gouvernement vous entend? Pas encore. Pas encore. Mais bientôt, ils vont nous entendre. Ils vont nous sentir aussi. Ils doivent sentir la puissance de notre colère. À peine 45 jours plus tard, Liz Truss démissionnera. Mais la colère gronde toujours. Car près d'1 Britannique sur 4 vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Plus de 15 millions de pauvres, à population équivalente, c'est 5 millions de plus que la France. Le pays est exsangue. Les sujets de Sa Majesté viennent à peine de saluer leur reine pour la dernière fois. Ils se demandent désormais comment ils vont passer l'hiver. Une angoisse économique que l'on retrouve même dans les mots du nouveau monarque. Mes lords, asseyez-vous, je vous prie. C'était il y a quelques mois, lorsque celui qui n'était encore que le prince Charles a remplacé la reine Elisabeth à la cérémonie d'ouverture du Parlement.
La priorité du gouvernement de Sa Majesté est de faire croître l'économie et d'aider à alléger le coût de la vie pour les familles. Voilà tout le paradoxe de la 6e économie mondiale. Royaume de la liberté d'entreprendre et des fortunes florissantes avec 177 milliardaires. Entraîné par le dynamisme de Londres et de sa City, le pays affiche un taux de chômage historiquement bas. 3,5%, c'est 2 fois moins qu'en France. Mais pour des millions de Britanniques, le travail ne paye plus. Ce sont les working poors, les travailleurs pauvres qui luttent pour boucler leur fin de mois et sont parfois contraints de frauder pour survivre. Je suis en train de voler de l'électricité, ce qui est illégal. Et pour moi, faire ça, c'est dégueulasse. C'est l'autre visage de l'Angleterre. Une société sans filet de protection où, après une décennie d'austérité, les aides sociales à destination des familles ont été divisées par 2. Du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Le bilan humain est désastreux. Ils lui ont coupé ses allocations. Il ne pesait plus que 28 kilos quand il est mort. C'est comme ça que l'État traite les plus vulnérables. Ça ne devrait pas arriver. Alors, face aux carences du gouvernement, les Britanniques s'organisent dans un formidable élan de solidarité. Pizza ou pâtes? Pâtes. Le nombre de banques alimentaires a été multiplié par 50 depuis 2010. Et alors que les services publics disparaissent, des milliers de volontaires prennent la relève, notamment dans les transports. Je suis bénévole, je ne suis absolument pas payée. Aujourd'hui, certains parlent d'une catastrophe humanitaire à venir si rien n'est fait pour aider les plus défavorisés. Enquête au royaume des oubliés de la couronne. À 40 minutes du centre de Londres, Leighton Buzzard, 38 000 habitants. Une banlieue résidentielle où d'ordinaire il fait bon vivre. La ville est bien loin d'être sinistrée et pourtant, les jours de marché autour des étals, la crise du pouvoir d'achat est sur toutes les lèvres. En un an, les prix de l'alimentation ont augmenté de 14%, un record depuis 2008. Alors quand ils font leurs courses, Naomi et Stuart, 2 jeunes cadres de 38 et 42 ans, redoublent de vigilance. Merci. Je suis toujours en train de comparer ce qu'on paie maintenant par rapport à ce qu'on payait il y a 6 ou 12 mois. Les choses sont plus chères. Et en plus, il y a moins de choix. On ne peut plus se permettre de ne pas être vigilant maintenant. On doit faire attention là où on dépense notre argent, surtout depuis qu'on a un enfant. Comme de nombreux Britanniques, le couple a vu son pouvoir d'achat s'effondrer et ils n'attendent pas grand-chose du nouveau souverain. J'espère qu'il trouve ça fou ce qui se passe en ce moment et qu'on a vraiment besoin d'aide et de changer la manière dont le pays est actuellement dirigé. Mais je pense que personne ne va faire grand-chose. Pourtant, la famille est loin d'être pauvre. Ils sont propriétaires d'une jolie maison dans un quartier pavillonnaire. Naomi est cadre chez un constructeur automobile. Stuart commercial dans l'informatique. Un couple typique de la classe moyenne qui, jusqu'à présent, n'avait jamais eu peur du décrochage. Mais aujourd'hui, malgré un revenu de 3 800 € par mois, le couple s'est mis à rationner le chauffage. Il fait froid ici, n'est-ce pas? C'est parce qu'on ne chauffe qu'une seule pièce à la fois. Mon chéri est en train de travailler dans la cuisine en ce moment. Donc, on a allumé le radiateur uniquement dans la cuisine pendant 1 heure. Maintenant, on fait vraiment très attention parce que les prix n'arrêtent pas de grimper. Depuis la fin de son congé maternité, Naomi n'a plus aucun revenu. Mais elle hésite à reprendre le travail parce qu'elle n'a pas les moyens de payer une nounou à temps plein. Et c'est aussi le cas de sa sœur Alexandra. Entre, on a allumé le chauffage pour 1 heure. Elle non plus ne parvient pas à faire garder ses 2 enfants. Elle est pourtant fonctionnaire au ministère de la Justice. Mais avec son mari, ils ont récemment dû se mettre à mi-temps pour ne plus avoir à payer de nounou. Pour 2 enfants pendant les vacances scolaires, une assistante maternelle me coûterait 140 €. Et mon salaire net journalier est d'environ 100 €. Donc ça ne vaut pas la peine pour moi de travailler. Un travail qui ne paie plus, une situation économique qui se dégrade.
Pour la première fois depuis 25 ans, Alexandra confie ne plus réussir à boucler ses fins de mois. Je suis à découvert. J'essaie de couper dans les dépenses. Ça m'angoisse. Et je sais qu'il y a des gens qui sont dans une situation bien pire que la mienne. Mais j'ai tellement travaillé pour en arriver là. Si une femme qui travaille ne peut pas s'offrir une maison avec un chauffage qu'elle allume quand il fait froid et ne peut pas habiller ses enfants, alors il y a quelque chose d'injuste, quelque chose qui ne fonctionne pas. Une classe moyenne qui commence à se serrer la ceinture, alors que pour les plus démunis, la situation est d'ores et déjà catastrophique. C'est au nord-ouest du pays que l'on trouve la ville la plus pauvre d'Angleterre, Blackpool. Une station balnéaire construite autour d'une réplique de Tour Eiffel, 2 fois plus petite que l'original. Comme sa grande sœur, elle attire aussi des hordes de touristes chaque année. Vous avez la Tour Eiffel, nous, on a la Tour de Blackpool. Je suis sûre qu'il y a une compétition pour savoir qui l'a eu en premier. Vous nous avez copié? 18 millions de visiteurs chaque année qui viennent ici pour la tour, mais aussi les fêtes foraines sur les jetées, les manèges à sensations et les jeux d'argent. Blackpool, c'est le Las Vegas de l'Angleterre. Ici, tout est concentré sur une seule rue, le Golden Mile, la promenade en or. Un boulevard en bord de mer où s'alignent les attractions, les restaurants et les boutiques de souvenirs par dizaines. Et cela dure depuis le milieu du 19e siècle. Les premiers touristes étaient alors des ouvriers travaillant dans les mines, les usines et les ateliers de filature. Après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'au début des années 80, Blackpool est une station balnéaire florissante aux plages toujours bondées. Mais ce qui va plonger la ville dans un long déclin, c'est l'émergence des compagnies aériennes low cost qui permettent aux Britanniques de s'offrir des plages ensoleillées à l'autre bout du monde. Pour Blackpool, c'est la fin du conte de fées. Aujourd'hui, dans la ville qui compte 1 emploi sur 3 lié à l'industrie du tourisme, on appréhende toujours l'arrivée des mauvais jours. C'est vraiment difficile de trouver du travail ici. Beaucoup de magasins sont fermés en hiver. Et en attendant la nouvelle saison, tout le monde cherche du travail constamment. Le dernier jour de la saison, la mairie organise un grand feu d'artifice sur la plage, qui attire chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. Ultime lueur avant l'hiver. Le lendemain, Blackpool a la gueule de bois. Elle va durer 6 mois et laisser des milliers de personnes sur le carreau. À une rue derrière le front de mer, voici le vrai visage de la cité balnéaire. Des logements insalubres, des hôtels et des magasins à l'abandon. Sur les 10 quartiers les plus pauvres d'Angleterre, 8 se trouvent ici, à Blackpool. L'une des rares lueurs qui continue de briller tout l'hiver, c'est l'enseigne de la pizzeria de Mark Butcher, un restaurateur pasteur qui a déclaré la guerre à la pauvreté. Ok, messieurs, dames, plus que 5 minutes. 2 soirs par semaine, avant l'arrivée des premiers clients, Mark, 51 ans, a décidé d'ouvrir son restaurant aux plus démunis. Ce soir, ils sont déjà plus d'une vingtaine. Tu t'assois à l'intérieur, c'est bien. Tu viens aussi, cool, rentre avec le chien. Tu es le bienvenu aussi. Allez, viens. Ce soir, on va probablement servir 10% des repas à des SDF et le reste, ce sont juste des gens qui sont à court d'argent. Ils attendent d'être payés, ils ont une grosse facture d'électricité et ils n'ont pas de quoi se nourrir. Un phénomène en augmentation qui ne touche pas que les habitants de Blackpool. Au Royaume-Uni, plus de 7 millions d'adultes et 2,6 millions d'enfants vivent dans l'insécurité alimentaire. Au menu ce soir, des pizzas gratuites et un peu de chaleur humaine. Pour beaucoup, comme Becky, son mari et leurs 2 enfants, l'hospitalité du restaurateur est plus que salvatrice. Le mardi et le vendredi, ce sont nos 2 seuls repas chauds de la semaine parce qu'on est à la rue en ce moment. On vit dans un hébergement temporaire, c'est très dur.
Et en plus, je n'ai pas de travail. On a rencontré pas mal de gens dans notre situation. En ce moment, il ne faut pas considérer les choses pour acquises. Pour financer sa générosité, Marc a inventé un système ingénieux. En plus de leurs commandes, les clients ordinaires de son restaurant peuvent acheter une pizza solidaire, autrement dit un repas payé d'avance qui sera servi gratuitement à ceux qui en ont besoin. Quand les clients achètent une pizza solidaire, ils savent qu'ils payent pour un repas. Vous donnez, et vous avez la garantie que vous donnez à quelqu'un qui en a besoin. Et quand on leur sert des pizzas, ceux qui sont ici savent qu'elles ne sont pas gratuites. Vos pizzas ce soir ont toutes été offertes par des inconnus. Le système de Marc est tellement efficace que sa pizzeria est devenue l'une des principales associations caritatives de Blackpool. Chaque semaine, 400 personnes mangent ici gratuitement. Et la demande explose. Face à la situation, le restaurateur se sent investi d'une mission. C'est un gros poids sur mes épaules. Si je n'ai pas de nourriture, les gens ont faim. Alors son four à pizza ne s'arrête jamais. Mark Butcher est aujourd'hui l'homme providentiel de la ville. Grillé à point, juste comme ça. Boum! Pourtant, il y a encore quelques années, rien ne laissait présager qu'il serait capable d'un tel dévouement. Enfant de Blackpool, Mark a grandi loin des attractions du bord de mer, dans les quartiers les plus pauvres de la cité balnéaire. C'était en plein dans les années Thatcher, où déjà la pauvreté avait explosé. À l'époque, le restaurateur et sa famille étaient des délinquants redoutés. On avait un surnom ici. On nous appelait les bouchers. Mon nom de famille, c'est Butcher, mais on nous appelait les bouchers. On a commencé par des petits délits. Tu voles des vélos, puis tu braques des voitures, et après tu t'arrêtes plus. C'est l'escalade. Tu fais de pire en pire. C'est ce qu'on faisait. C'est la pauvreté qui engendre ça. Une adolescence de violence qui bascule lorsque son frère David, toxicomane, est assassiné dans un règlement de compte lié au trafic de drogue. J'ai vu mon frère mourir. J'ai vu l'enfer sur Terre. J'ai vécu une vie en enfer, vraiment, quand j'étais un jeune homme. Alors à 33 ans, j'ai fait le choix de tout changer. À la suite du meurtre de son frère, Mark trouve la foi et devient chrétien évangéliste. 18 ans après le drame, il est un homme nouveau. Mais le bon samaritain reste très marqué par ses années d'errance. Son expérience lui sert aujourd'hui à comprendre ce que vivent les âmes perdues qui frappent à la porte de son restaurant. Ce soir, 2 SDF arrivés depuis peu à Blackpool sont en quête d'une main tendue. Gary et Thomas sont dans une situation désespérée. J'ai perdu ma femme il y a quelques mois. J'ai tout lâché. J'avais mon propre business, quelqu'un à mes côtés, une belle maison et tout. Et puis après, j'en ai plus rien eu à foutre. J'ai débarqué ici, j'ai dormi dans la rue, et puis je suis devenu accro à l'héroïne. J'en prends juste pour éloigner la souffrance que je ressens à vivre dans la rue. Tu t'y sens malade, tu ne peux pas penser clairement, à moins de prendre de l'héroïne. Et après, tu te sens normal. Tu en prends juste pour te sentir normal. Les mecs, vous allez avoir besoin d'une aide sérieuse. Prenez un café, les gars. Réchauffez-vous à côté du radiateur. Mark connaît bien les ravages de l'héroïne. À 11 € le gramme, elle est très facile à trouver, surtout à Blackpool. Pour lui, Gary et Thomas sont en danger de mort s'ils passent la nuit dehors en ce début d'hiver. L'héroïne est vraiment une drogue pernicieuse, parce qu'elle te donne l'impression que tout va bien, alors que bien sûr, rien ne va. Ils peuvent mourir de froid juste parce qu'ils ne le ressentent pas. Vous ne rencontrez pas beaucoup d'héroïnomanes de 50 ans. La plupart d'entre eux sont morts. En 2021, avec plus de 6200 morts par overdose, le Royaume-Uni concentrait à lui seul un tiers de toutes celles recensées en Europe. Un fléau galopant qui frappe surtout les plus pauvres. Abby, la femme de Mark, appelle les services sociaux de Blackpool pour tenter de trouver un hébergement d'urgence.
Il est accro à l'héroïne, mais ça n'est pas le junkie classique. Il veut s'en sortir. Il est tombé dedans parce que sa femme est morte récemment. Gary, ce sont les services sociaux. Ils veulent juste te poser quelques questions pour voir s'ils peuvent te placer quelque part ce soir. Allô, oui, c'est moi. Les services sociaux de Blackpool ont bien des places d'hébergement d'urgence. Mais contre toute attente, ils refusent de venir en aide aux 2 SDF, car ils ne viennent pas de la région. Ils ont dit que ces 2 hommes n'ont pas de connexion locale. Du coup, ils ne sont pas responsables d'eux. C'est une politique archaïque. Juste parce qu'une personne n'a pas le même code postal, pourquoi tu ne peux pas l'aider? La seule chose que les autorités locales sont prêtes à leur offrir dans cette situation désespérée, c'est un billet de retour pour une destination qu'ils ont fui. Je me sens comme un déchet qu'on jette sur le côté. On est dans la merde, les mecs. Depuis 2011, l'État a réduit de 50% les subventions accordées aux municipalités. Résultat, leurs services sociaux refusent désormais d'aider ceux qui ne peuvent pas justifier d'une attache locale. Cette politique a fait bondir le nombre de SDF de 140% dans le pays. Gary et Thomas, étrangers à Blackpool, ne sont donc pas les bienvenus ici. Heureusement, Abby déclenche ses propres réseaux et finit par leur trouver une place au chaud. Je suis trop content, j'y crois pas. Merci beaucoup. Vous avez juste besoin d'aide. Vous avez juste besoin d'aide, c'est tout. On a tous besoin d'aide un jour. La propriétaire d'un petit hôtel de la ville, une ancienne femme battue que Mark et Abby ont aidée dans le passé, a accepté de leur ouvrir une chambre pour la nuit. Et voilà, bienvenue à la maison. On y va. Bienvenue, bienvenue. Un lit pour la nuit, un lit bien chaud. Télé, miroir, caviar. C'est un hôtel 4 étoiles. Vous ne rêvez pas. Et vous avez même une douche chaude. Je ne trouve pas les mots. Je ne peux pas croire que tout est changé. En 2h30. Ça va être le paradis. Les garçons, bonne nuit. On fait juste une prière. On veut juste devenir meilleurs, de meilleures personnes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez les gars. Ce soir, Mark et sa femme Abby ont probablement sauvé 2 vies, du moins temporairement. Il n'y a pas que les SDF qui font les frais des coupes budgétaires. Dans le pays, ce sont toutes les allocations sociales qui ont été sabrées ces 10 dernières années. Dans la banlieue de Manchester, Ashton-under-Lyne, 43 000 habitants. Cette ville a été la toute première du royaume à expérimenter le Universal Credit, une aide sociale unique qui fusionne 6 allocations. Des indemnités de chômage aux pensions d'invalidité, en passant par l'aide au logement. C'était en 2013, sous le gouvernement conservateur de David Cameron. Et l'impact a été désastreux dans tout le Royaume-Uni, à commencer par Ashton, cette ancienne capitale du tissage de coton qui a subi de plein fouet la désindustrialisation. La réforme a été dénoncée par une activiste locale, Charlotte Hughes, une journaliste dont les articles incendiaires ont inspiré un célèbre réalisateur de cinéma. Là, c'est moi avec Ken Loach, l'auteur et le réalisateur. Ken communiquait avec moi et il a écrit le scénario de son film à partir de mes articles sur les job centers. Un film, Moi Daniel Blake, qui deviendra Palme d'Or à Cannes et dans lequel Ken Loach décrit le combat ubuesque de chômeurs contre les job centers, les agences Pôle emploi, version britannique. Je vous demande de vous en aller, ça suffit ma situation et vous vous en foutez. Il me reste pas un rond dans mon porte-monnaie. C'est vous qui faites une scène, d'accord? Non, de Dieu! Qui est le prochain à passer? C'est moi. Ça vous dérange si cette jeune mère s'inscrit avant vous? Non, Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous prier de sortir tout de suite. Leurs mots sont très importants pour moi. Le film n'est pas sur moi, mais sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent et sur la façon dont le gouvernement les traite. C'est ce qui est arrivé à la fille de Charlotte, Eleanor. Enceinte de 6 mois, le Job Center d'Ashton-under-Lyne
lui a demandé de faire des travaux d'intérêt général si elle voulait conserver ses indemnités. Avant de suspendre ses paiements, en la jugeant incapable de travailler à cause de son état. Depuis cet événement, Charlotte est entrée en guerre contre le ministère du Travail. Ne soyez pas surpris s'ils appellent la police. Alors, tous les jeudis depuis 8 ans, accompagnée de sa plus jeune fille Tallulah, elle se rend au Job Center d'Ashton pour manifester. Depuis la réforme du Universal Credit, les Job Centers ne s'occupent plus seulement des chômeurs. Ils distribuent aussi les indemnités pour les femmes enceintes, les familles, les handicapés, ainsi que les allocations logement. Une sorte de guichet unique, passage obligé pour tous ceux qui ont besoin de l'aide sociale pour vivre. Ils sont nombreux à l'intérieur. C'est effrayant. Charlotte n'a pas le droit de rentrer, alors elle interpelle les usagers à la sortie. Tu veux une brochure? Tu veux une brochure, chérie? Ça va t'aider. Sur ce tract, une méthode pour les aider à contester les décisions du Job Center devant un tribunal. Tu vas au Job Center? Tiens, prends une brochure. Ça va t'expliquer ce qu'ils ne te disent pas. Bonne chance. Bonne chance. La chose la plus importante quand tu fais appel contre le Job Center, si tu te retrouves au tribunal, comme c'est souvent le cas, il faut que tu gardes toutes les preuves. Ce que Charlotte dénonce, c'est une politique de sanctions arbitraires laissée au seul jugement du conseiller et qui crée un climat de terreur. Cet homme, par exemple, a été radié après avoir raté un simple coup de fil du Job Center. Je leur ai dit que je pouvais pas payer ma facture de téléphone. Ils m'ont coupé les allocs. Oui, ils te sanctionnent sans question si tu ne réponds pas à un de leurs appels. On te coupe les allocs. Ils te traitent comme un animal, si t'as pas de thunes et que tu galères. Tout ce qui leur importe, c'est que tu fasses ce qu'ils te disent de faire. Et si tu le fais pas, t'as beau t'expliquer, il te radie. Des radiations arbitraires, et il y a plus grave. Certaines décisions des Job Centers seraient prises sans tenir compte de l'état de santé des allocataires. Comme cet homme avec une béquille. Regarde ma jambe, tu la vois ma jambe? Ça c'est à cause d'eux. Leur médecin m'a dit tu peux aller travailler. J'ai une hernie discale et j'ai eu une opération à la hanche. Et ça a fini par lâcher. Tout ça à cause de leur médecin. Et depuis 3 ans, je vis avec 50 € par semaine d'allocation handicapée. Je n'ai pas de quoi me nourrir. Ils n'ont aucune idée de comment ces gens font pour survivre. Aucune idée de leur situation médicale. Ils sont juste payés pour te déclarer apte au travail. On estime que depuis son inauguration à Ashton il y a 9 ans, le Universal Credit et ses nouvelles règles d'attribution ont précipité 1,5 million de personnes dans la pauvreté. Une chose est sûre, depuis cette fusion des aides sociales en une seule, le nombre de banques alimentaires dans le pays a explosé. Il y en avait une 50aine il y a 10 ans, plus de 2800 aujourd'hui. Et parmi elles, il y a celle de Marc, le pizzaiolo au grand cœur. À côté des traditionnels plats chauds qu'il continue d'offrir dans son restaurant, il propose à présent des colis d'urgence qui contiennent de quoi se nourrir pendant plusieurs jours. Tous ces sacs, c'est pour cuisiner chez soi. Et ces sacs bleus, c'est pour les personnes qui sont généralement SDF dans la rue et qui n'ont pas de quoi cuisiner. Les gens qui le souhaitent peuvent aussi se servir en produits d'hygiène. En Angleterre, 1 personne sur 5 n'arrive plus à se les procurer. Tous ces articles ont été offerts par des entreprises ou des particuliers. Des donations qui sont parfois surprenantes. Ça vient des funérailles d'un notable local. Il y avait toute cette nourriture qui restait après la cérémonie. Et au lieu de la jeter, ils nous l'ont apportée. Une donation bienvenue, car au moment de la distribution des repas, la banque alimentaire de Marc est prise d'assaut. Pizza ou pâtes? Pâtes. Le plus surprenant, c'est que ce recours massif aux associations caritatives a été théorisé au plus haut niveau de l'État. C'était en 2010, au début de la politique d'austérité lancée par l'ancien Premier ministre David Cameron. Avec sa réforme du Universal Credit, le leader conservateur provoque des coupes massives dans les aides sociales. D'après l'ONG Human Rights Watch, les allocations destinées aux familles et aux enfants sont par exemple réduites de 44%. Alors, pour faire passer la pilule, Cameron invente le concept de Big Society.
La Big Society, c'est une énorme révolution culturelle, grâce à laquelle les gens, dans leur vie de tous les jours, chez eux, dans leur quartier, au travail, ne se tournent plus systématiquement vers les responsables politiques, les autorités locales ou le gouvernement pour régler leurs problèmes, mais plutôt se prennent en main pour s'entraider eux-mêmes, ainsi que leur communauté. Au printemps dernier, alors que l'ex-premier ministre était en déplacement à Paris, nous avons voulu l'interroger sur son bilan en matière de politique sociale. Quelques jours avant notre interview, David Cameron s'affichait fièrement sur Twitter en train d'aider dans une banque alimentaire. Une publication très critiquée, notamment par cette députée d'opposition. Le recours aux banques alimentaires s'est accru de 2612% depuis que David Cameron a été Premier ministre. Excusez-vous pour ça avant de commencer à poser pour des photos. En Angleterre, beaucoup ont dit que la Big Society servait à camoufler les mesures d'austérité. C'est souvent ce qu'on dit, mais je pense simplement que ce n'est pas vrai. Quiconque aurait été Premier ministre en 2010 aurait aussi dû prendre des décisions difficiles. Dans les faits, on a réduit le déficit des 2/3. On a fini par devenir l'économie la plus florissante du G7. On a créé 2 millions d'emplois, 1 million de business. On a rétabli l'économie britannique. Mais la pauvreté a augmenté. Non, ce n'est pas vrai. Écoutez, je pense que s'il y a eu une augmentation de l'utilisation des banques alimentaires, c'est en partie parce que le gouvernement qui m'a précédé n'autorisait pas les job centers à orienter les gens vers ces banques alimentaires. Il ne voulait pas de mauvaise publicité. Je pense que ça n'est pas bien. Si les gens ont besoin d'aide, vous devez les orienter là où l'aide est disponible. Et mon gouvernement a permis cela. David Cameron en est persuadé. Sa politique a libéré l'action des banques alimentaires dans le pays. Il faudrait donc s'en réjouir. Une vision bien éloignée des réalités économiques que vivent des millions de Britanniques. En tout cas, pas sûr qu'à Blackpool, beaucoup partagent son point de vue. Dans la file d'attente de la banque alimentaire de Mark, ce soir, il y a Graham, un vétéran de l'armée. Pourquoi venez-vous ici? Après avoir travaillé toute ma vie en tant que Royal Marine, fonctionnaire et plein d'autres boulots, je n'ai pas envie de finir SDF. Donc je dois me maintenir suffisamment à flot pour garder un toit sur ma tête. Rien ne laissait présager que cet Écossais de 58 ans se retrouverait dans la pauvreté du jour au lendemain. Juste avant la pandémie, Graham Wilson était artisan dans le bâtiment. Mais à cause du Covid, il a fait faillite et est venu s'installer à Blackpool pour tenter de se relancer. Ça, c'est ce qu'on appelle un petit appartement. Le salon et la chambre sont dans une seule pièce. Et voici la cuisine. Dans son ancienne vie, Graham pouvait gagner l'équivalent de 2 000 € par mois. Il survit aujourd'hui avec 400 € d'allocation chômage. Après avoir payé son loyer, il ne lui reste plus rien pour se nourrir, lui et son chien. Et encore moins pour se chauffer. Les Britanniques ont inventé une formule choc pour décrire ce dilemme qui touche 16 millions de personnes. Heat en heat, se chauffer ou manger. Je n'ai jamais pu comprendre cette expression. Se chauffer ou manger. Qu'est-ce que tu veux faire? Graham a tranché. Tant pis pour le confort. Ici, il fait 15 degrés la journée et 8 degrés la nuit. Ce blouson, je pense que je le porte depuis 6 heures ce matin. En dessous, j'ai une veste, un pull et encore un t-shirt. Comme ça, je garde le chauffage éteint. C'est un petit radiateur électrique soufflant. Ça ne chauffe pas vraiment la pièce. Et croyez-le ou pas, 5 heures, ça coûte 11,50 €. Si Graham connaît aussi précisément sa consommation d'électricité, c'est parce qu'il a un compteur qui fonctionne avec une clé rechargeable. Mon fournisseur d'électricité a mis en place un compteur en prépaiement, ce qui veut dire que je dois payer mon électricité avant même de la consommer. Il n'a pas eu le choix. Lorsque les usagers ont du mal à régler leurs factures en temps et en heure, les fournisseurs d'énergie leur installent d'office ce genre de compteur en prépaiement. 4 millions de foyers britanniques en sont aujourd'hui équipés.
Quelques jours plus tard, nous retrouvons Graham. Son compteur est à 0, alors il doit aller à la supérette du coin pour acheter un peu d'électricité. Tu peux me recharger ma clé, s'il te plaît? Merci. Tu veux combien? 20 livres, s'il te plaît. 20 livres. Merci. Merci. Avec 20 livres, soit environ 24 €, Graham ne va tenir que 4 jours. Si l'électricité coûte cher pour tout le monde en Angleterre, celle qui est vendue de cette façon est facturée 10% de plus qu'avec un compteur classique. Pourquoi, si je paie en avance, pourquoi je dois payer plus cher que les gens qui sont riches et fortunés? Nous, les gens des classes inférieures, on n'a rien. On ne nous fait aucune concession, rien du tout. Pour l'instant, Graham parvient encore à payer sa consommation d'électricité. Mais l'hiver arrive et dans le nord de l'Angleterre, il est particulièrement rude. De telles conditions de précarité peuvent avoir un lourd impact sur la santé. Au bord de la mer d'Irlande, le port de Fleetwood, 25 000 habitants. Longtemps prospère grâce à l'industrie de la pêche, sinistré aujourd'hui. Le revenu annuel par habitant est inférieur de 3 900 € à la moyenne nationale. Et ici, l'espérance de vie n'est que de 70 ans, 10 de moins que dans le reste du pays. La cause ? Un cocktail de pathologies multiples et d'addictions qui touchent les plus pauvres. Les Britanniques ont une expression cruelle pour cela, le shit life syndrome, autrement dit, le syndrome de la vie de merde. Respirez fort. C'est parfait, tout va bien. Au centre municipal de santé, le Dr Spencer en constate les ravages depuis 30 ans. Les gens qu'on voit ici ont tous des problèmes de santé multiples. On ne voit ça que dans les zones défavorisées par la pauvreté. Les patients souffrent de maladies multiples, de longue durée. Vous avez du diabète, des maladies cardiovasculaires, des infarctus, et le taux de dépression est 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Et dans ces zones sinistrées, le fonctionnement du système de santé publique anglais, le NHS, n'arrange rien. Car même s'il est gratuit, il faut attendre 13 semaines en moyenne pour obtenir un rendez-vous chez un généraliste. Bonjour Lisa, par ici. Mais ce n'est pas tout. Il y a tellement de monde que les consultations sont expéditives, même pour les malades graves comme Lisa, atteinte d'un cancer et d'une infection pulmonaire. Respirez fort, encore. Ça siffle vraiment. La règle ici, c'est une seule consultation par pathologie, et tant pis si le patient a d'autres symptômes. J'ai aussi des infections aux oreilles. Le Dr Spencer doit pourtant arrêter là. Au Royaume-Uni, la durée des consultations est définie par la loi, et c'est l'une des plus courtes des pays industrialisés. Vous avez 10 minutes, en incluant la lecture des notes, l'auscultation du patient, la rédaction des ordonnances, tout ça en 10 minutes. Et vous avez vu, le principal problème avec Lisa, c'était son infection pulmonaire. Mais elle voulait aussi parler de ses oreilles. On a plein de personnes qui viennent et qui nous disent « j'ai aussi, et aussi, et aussi ». Le Dr Spencer prescrira une ordonnance à Lisa, sans pouvoir examiner ses oreilles. Bye bye. Découragé comme bon nombre de ses collègues, il a failli plusieurs fois abandonner son activité. Mais la mort de l'un de ses jeunes patients alcooliques lui a fait l'effet d'un électrochoc. Je lui ai dit, si tu n'arrêtes pas de boire, ça va te tuer. Et il m'a répondu, je sais que tu essaies de m'aider. Mais ce n'est pas l'idée de mourir qui me stresse. C'est l'idée de vivre. Une histoire tragiquement banale. Selon le corps médical, les suicides, overdoses et cirrhoses s'expliqueraient en grande partie par l'absence de perspectives sociales et économiques. Pendant longtemps, le Dr Spencer a tenté d'y faire face avec des médicaments. En vain. Alors, inspiré par des confrères, il s'est mis à prescrire des traitements plutôt inattendus. Au stade de Fleetwood, le médecin a mis en pratique sa méthode pour lutter contre le shit life syndrome.
Sur le terrain, des hommes plutôt âgés, pas forcément athlétiques, qui jouent au football en trottinant. Beaucoup sont venus ici grâce au Dr Spencer, qui leur a prescrit ces séances de walking football, littéralement le football en marchant. Le médecin travaille avec un entraîneur professionnel. Ok les gars, regroupez-vous rapidement s'il vous plaît. Souvenez-vous, le walking football, c'est 4 touches, aucun contact. Éclatez-vous les gars. Le Dr Spencer est tellement convaincu des bienfaits thérapeutiques de ces loisirs qu'il a fondé une association caritative proposant 77 activités qui permettent de retrouver la santé, du yoga au jardinage, en passant par le chant. J'ai vu plein de personnes venir à des activités comme celle-ci. Et avec le temps, ils arrêtent les médicaments. Tu deviens plus actif, tu deviens plus sociable. L'estime de soi s'améliore. Regarde, passe-moi la balle, passe-moi la balle, passe-moi la balle, laisse-moi jouer, laisse-moi participer. Tout ça, c'est grâce à l'estime de soi qui s'améliore. Pour James, ces sessions de walking football sont une renaissance après un long traumatisme survenu à la mort de sa femme. Mon moral est vraiment meilleur. Je suis capable de parler aux gens maintenant. Alors qu'avant, j'étais reclus. Je restais dans mon coin. Je ne voulais rencontrer personne. Maintenant, je suis capable de parler à n'importe qui. Quant à Pete, 73 ans, il a perdu 20 kilos et ne conçoit plus sa vie sans le walking football. J'ai des problèmes cardiaques. C'est un super sport que tu peux toujours faire. Comment iriez-vous si vous ne jouiez pas au football ? Je ne sais pas. Je pense que je ne serai plus là. Je pense que je ne serai plus sur cette planète. Une lueur d'espoir dans la lutte que le Dr Spencer mène pied à pied pour empêcher les plus pauvres de mourir trop tôt. Alors que des responsables politiques commencent à s'alarmer des ravages sanitaires causés par des années d'austérité. À Londres, au palais de Westminster, le Parlement britannique, certains accusent les conservateurs au pouvoir d'avoir entraîné la mort de dizaines de personnes. C'est le cas de la députée de l'opposition travailliste, Debbie Abrams, qui lance un cri d'alarme devant une chambre quasiment déserte. C'est un scandale. C'est un scandale. Il y a des citoyens britanniques qui meurent à cause des politiques mises en place par ce gouvernement. La refonte du système d'aide sociale aurait fait au moins 150 morts, d'après une investigation de la BBC. Malgré cela, toutes les demandes d'enquête parlementaire de Debbie Abrams sont restées sans réponse. On ne sait pas combien de personnes ont mis fin à leur jour ou sont mortes à cause de leur politique. C'est pour cela qu'on a besoin d'une enquête indépendante. J'insiste vraiment là-dessus depuis des années et je ne suis pas prête à laisser tomber. La députée connaît personnellement certaines familles de ces victimes de l'aide sociale qu'elle suit depuis des années. Comme celle de Philippa Day, une mère de famille de 27 ans à la personnalité fragile. En 2019, après une trentaine d'erreurs administratives, elle a vu ses allocations divisées par 4 et a mis fin à ses jours. Et voici Errol. Il est mort de faim. Il était schizophrène. Le ministère du Travail le savait. Et ils lui ont envoyé des convocations. Et il n'y a pas répondu parce qu'il n'était mentalement pas bien. Ils lui ont coupé ses allocations. Il ne pesait plus que 28 kilos quand il est mort. C'est comme ça que l'État traite les plus vulnérables. Ça ne devrait pas arriver. Des cas extrêmes, conséquences tragiques du désengagement de l'État dans les politiques d'aide sociale. Ce désengagement a aussi fait des ravages dans un autre domaine, le transport public. Dans les années 80, le gouvernement Thatcher a lancé une privatisation massive du secteur. Résultat, plus d'un quart des lignes de bus ont été supprimées, surtout dans les campagnes. L'Angleterre rurale, c'est 10 millions d'habitants, dont 1 sur 4 a plus de 65 ans. La majorité d'entre eux est à 1 heure du premier médecin. Un isolement encore aggravé lorsqu'une ligne de bus disparaît. À la frontière avec l'Écosse,
dans le comté de Cumbria, des citoyens ont trouvé une solution. Ce minibus bleu qui sillonne les routes est aujourd'hui le seul trait d'union entre les villages du comté. Et ce sont des bénévoles qui font tourner la ligne. Celle qui tient le volant ce matin, c'est Catriona, fonctionnaire à la retraite depuis 3 ans. À bord, il y a aussi Neil, l'un des responsables de Fell Runner, l'association caritative qui opère le bus. Bonjour, je peux vous aider avec ça? Ça va, merci. Ça va aller? En ne fonctionnant qu'avec des bénévoles, l'association parvient à maintenir le prix du billet à 3 €, juste de quoi payer l'essence et l'entretien. Avec des chauffeurs salariés, les frais de fonctionnement seraient prohibitifs. La ligne ne pourrait tout simplement pas exister. Je suis bénévole. Je ne suis absolument pas payée, mais j'y prends beaucoup de plaisir. Et je pense que faire ça, c'est très important pour la communauté. On est 25 bénévoles. Après une longue formation de 8 semaines, les chauffeurs passent des tests et ensuite, ils sont lâchés seuls avec nos passagers au bout de quelques semaines. Avec 4 minibus comme celui-ci, Fellrunner dessert une région de la taille du Luxembourg et transporte 10 000 clients par an, essentiellement des personnes âgées, dépendant des transports en commun et de la solidarité de leur communauté. Je vais aller rendre visite à ma fille. Sans ce bus, vous auriez fait comment? Je n'aurais pas pu y aller parce que je ne conduis pas. Donc c'est bien, oui. Les bénévoles jouent aussi un rôle qui va au-delà du simple transport de personnes. Ce matin, Neil est inquiet. Une vieille dame manque à l'appel. Je vais juste aller vérifier si elle va bien. Ok, c'est parfait. Très cher. Bonjour. Bonjour, je vous ai appelé pour prévenir. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Les conducteurs sont extrêmement bienveillants et je suis très heureuse de pouvoir utiliser leur service. Elle ne vient pas aujourd'hui. On a eu un cas, il y a 2 ou 3 ans. Un des passagers n'a pas ouvert la porte. Il ne répondait pas. On savait qu'il avait des problèmes de santé. On a appelé la police et la personne était dans le coma. On a dû l'emmener d'urgence à l'hôpital. On est content d'avoir frappé à sa porte ce jour-là. L'action de Neil et Catriona est cruciale pour les personnes isolées. Dans toute l'Angleterre, il y aurait plus de 6000 lignes de bus animées par des bénévoles. Mais quelle est la viabilité de telles mesures? Combien de temps des citoyens pourront-ils pallier les carences d'un État qui se désengage? Et combien d'emplois pourraient être créés si les volontaires étaient payés? À Blackpool, la cité balnéaire sinistrée, Graham a enfin réussi à trouver des petits boulots sur des chantiers. Mais ça ne suffit pas pour faire face au froid qui arrive et à la flambée des prix de l'énergie. Au lieu de payer 25 € par semaine, je me suis mis à payer 50 €. À cause de ma situation, je ne pouvais pas me permettre de continuer à mettre encore et encore de l'argent dans le compteur. Pourtant, aujourd'hui, il fait 21 degrés dans son appartement et la télévision est allumée en permanence. Car Graham a pris une décision radicale. Ça va être diffusé en Angleterre, ça? Peut-être. C'est possible? Bon allez, on s'en fout. Viens. J'ai trafiqué mon compteur. Il n'est plus connecté au réseau. Donc il n'enregistre plus. Ça ne me coûte plus rien. En ce moment, je suis en train de voler de l'électricité, ce qui est illégal. Et pour moi, faire ça, c'est dégueulasse. Mon père a été policier pendant 30 ans. Et être obligé de faire ça, c'est horrible pour moi. Je dois y aller. Papa va au travail. Toi, tu restes ici. Bon garçon. La situation de Graham s'est pourtant améliorée. Il travaille à la tâche pour 92 € par jour et a trouvé un employeur qui fait régulièrement appel à lui. Mais là encore, c'est un bon samaritain comme il y en a beaucoup en Angleterre qui lui a donné sa chance. Danny Burba, 28 ans, petit patron d'une entreprise de bâtiment et qui a choisi de venir s'installer dans la ville la plus pauvre d'Angleterre pour créer des emplois. Je l'ai embauché parce qu'il avait besoin d'un boulot.
C'est la raison principale pour laquelle je l'ai recruté. Il est peut-être vieux, mais je pense que l'âge ne doit pas être un critère dans cette situation. Il peut faire le job. Il peut le faire. Danny emploie 3 personnes. Il est spécialisé dans les travaux de rénovation. Et ici, il y a du pain sur la planche. En Angleterre, un quart des logements loués à des particuliers ne sont pas considérés comme décents, d'après les chiffres officiels. Ce jour-là, Danny et Graham interviennent chez une dame âgée et son fils handicapé pour refaire le sol de la cuisine. Mettez-vous là, asseyez-vous et détendez-vous. Merci, mon cœur. Je vous en prie. Il faut que ce soit abordable, c'est crucial, surtout pour des gens handicapés. Les gens sont pris à la gorge, particulièrement les retraités. Les retraites sont faibles, incroyablement faibles ces derniers temps. Pour ses clients les plus défavorisés, Danny fait un gros effort. Il leur laisse payer le matériel, mais il prend à sa charge la main-d'œuvre. Et ce matin, il n'y a pas que le chef d'entreprise qui va faire preuve de solidarité. Aujourd'hui, j'offre ma journée de travail à Danny. Il faut inverser les mentalités. Il faut que tu regardes ce que tu peux donner au lieu de te demander ce que tu peux recevoir. Un dévouement admirable. La Big Society voulue par l'ancien Premier ministre David Cameron semble être devenue une réalité. Mais à quel prix? Danny et Graham ont consacré une demi-journée de main-d'œuvre bénévole à ce chantier. Un beau geste qui n'est pas sans conséquences. Au domicile du petit patron, Frances, sa femme, est inquiète. Elle s'occupe de leurs 2 enfants, mais aussi de la comptabilité de l'entreprise. Et au courrier ce jour-là, les nouvelles ne sont pas bonnes. Vous êtes à découvert de 500 livres. Les finances de l'entreprise de Danny sont dans le rouge. Il faut réagir d'urgence. C'est déprimant. J'ai essayé de voir ce qu'il faut payer en premier. On doit payer ça avant le 24. Si on arrive à faire un autre chantier, ça nous donnera quelques jours. Ça impacte énormément la famille et l'entreprise. C'est pour ça qu'on est dans une position délicate. Je pense qu'il faut qu'on arrive à faire la part des choses. Tu vois ce que je veux dire? On doit aussi faire de l'argent avec ce boulot. On doit commencer à augmenter nos tarifs. Mais c'est difficile. Surtout à Blackpool. C'est l'impasse. Comment augmenter ces tarifs pour aider les plus démunis dans la ville la plus défavorisée d'Angleterre? On ne va pas laisser tomber. Pas avant de savoir qu'on ne peut plus tenir physiquement, émotionnellement, financièrement à 100%. Pas avant qu'on ne puisse vraiment plus y arriver. Si la viabilité des projets de Danny est en péril, à l'autre bout de la cité balnéaire, le plus célèbre pizzaiolo de Blackpool, Mark Butcher, a eu une nouvelle idée pour venir en aide aux plus démunis. Regarde, Julia, notre nouveau bus de nuit. C'est la première fois que tu le vois? Pour 17 000 €, il a racheté ce vieux bus à Impérial. Avec Julia et tous les autres employés du restaurant, il va le transformer en hébergement d'urgence mobile pour SDF et femmes battues. Un projet à 115 000 €, financé pour moitié par des dons de bienfaiteurs locaux. On est allé voir à la mairie. On leur a demandé de nous aider. Mais ils n'ont jamais proposé de nous donner quoi que ce soit. Rien du tout, pas un centime. Alors, face à la désertion des autorités et pour boucler son budget, Mark a eu une idée. Les publicités seront là tout du long. Tout le bus sera recouvert de publicité. Il va vendre de l'espace publicitaire à des entreprises de Blackpool. Encore une fois, Mark s'en remet à la bonne volonté locale pour lutter contre les inégalités sociales. Ça va changer la donne pour toute la communauté, pour tout le monde, pas seulement pour les SDF, mais pour toute la communauté ici, à Blackpool. Chaque année, 1 citoyen sur 10 s'implique dans une association caritative. Le pays ne manque donc pas de bras pour lutter contre la pauvreté, mais à quel prix ?